extraordinaire dans le service puisque c'est un de ceux qui étaient les plus rapportés comme publication encore. Je te l'ai ramené d'ailleurs, cité au moins une centaine de fois. Donc tu as rendu des très grands services. On te remercie encore pour tout ce que tu nous as apporté. Alors je vais essayer de vous parler de manière très basique de sujets très pointus et de manière un peu naïve et comme Ahmed l'a déjà évoqué, c'est un peu la science-fiction que je vais vous faire, puisque ce concept est émergent, n'est pas encore validé par tout le monde, mais il a l'avantage d'être très simple. Je vais essayer de vous donner un fil d'Ariane pour que, dans l'avenir, vous puissiez accrocher les données fondamentales sur ce qui est une vision de clinicien. Je suis avant tout clinicien, et j'espère que je vous convaincrai que ce sujet est passionnant et qui permettra de mieux comprendre et expliquer à vos patients quotidiens ce pourquoi ils souffrent. Alors, quand on est clinicien, on sait bien qu'il y a beaucoup plus de patients qu'on ne le pense qui ont un mélange de pathologies. Ça, dans les congrès, on ne le voit pas parce que dans les congrès, on nous a appris à raisonner comme ça, comme un ordinateur. C'est blanc ou c'est noir, c'est un rhumatisme psoriasique ou une polyarthrite. Alors qu'en réalité, il y a énormément de patients qui sont entre les deux. Moi, je leur dis qu'ils ont une pathologie qu'on connaît très bien, qui est un col entre deux montagnes. Ils comprennent très bien cette métaphore. Cette métaphore permet d'expliquer aussi que tout le monde ne va pas forcément avoir une forme très sévère qui va monter au sommet. Et l'avantage de cette métaphore, c'est qu'on peut leur dire, tiens, vous êtes dans ces montagnes-là sur ce versant-ci, ben, je vais plutôt vous traiter comme une polyarthrite. Sur ce versant-là, je vais plutôt vous traiter comme une spondylarthrite. Et c'est tout à fait une réalité, puisqu'on retrouve des gènes favorisants. Alors pour vous me convaincre de ça, c'est un patient que je connais bien, je le vois une fois tous les 2 3 ans à peu près. Oui, ce monsieur, il a une forme absolument typique de spondylarthrite. Hein, sur son rachis, il est complètement ankylosé, il ne peut plus bouger le cou. Ses mains et ses pieds n'ont jamais été concernés, ça fait 30 ans que ça dure. Il a depuis 30 ans des taux élevés facteur hématoïde d'anticorps anti-CCP. Autrement dit, cette dichotomie entre polyarthrite et spondylarthrite, c'est pratique bien sûr pour les essais cliniques, pour plein de choses, mais ça ne correspond pas à la réalité du clinicien. On sait aussi qu'il y a plein de facteurs communs qu'on connaît maintenant, notamment génétiques, entre ces maladies. Et quand vous passez très facilement d'une polyarthrite à un rhumatisme psoriasique ou à d'autres entités, parce qu'il y a beaucoup de facteurs communs. Là, je vous ai mis un exemple pour les spondylarthrites, un travail qui est tout à fait récent, enfin assez récent en tout cas. Ils ont regardé quels étaient les gènes communs avec d'autres maladies. Vous voyez tous les points rouges chez les gènes communs avec d'autres pathologies. Donc c'est pour ça qu'il y a des familles d'auto-immunité, des familles où on en a moins, mais ce ne sont pas des maladies aussi carrées que les critères de classification le voudraient. Alors pour le clinicien, il est difficile d'expliquer avec les concepts de la recherche fondamentale ce qu'on constate en clinique. Si nos maladies n'étaient que purement auto-immunes, pourquoi on aurait une atteinte d'une articulation et pas de sa voisine? Ça, c'est une question qui n'a pas été bien tranchée jusqu'à présent, ou pas du tout. Pourquoi est-ce que même quand on met des biomédicaments, on a encore des poussées? Pourquoi les patients continuent de faire des poussées alors qu'apparemment, ils ont des médicaments qui calment bien le fond? Pourquoi ils ont des échappements au traitement? Pourquoi, au bout de 2 ans, 4 ans, 5 ans, quelqu'un qui était très bien sous un anti-TNF ou autre chose voit sa maladie échapper alors qu'il n'y a pas d'anticorps antichimérique et d'explication pharmacologique? Pourquoi on ne retrouve pas de clone T ou B commun? Même s'il y a bien quelques antigènes qu'on connaît, on ne retrouve pas de consensus, ça fait 30 40 ans, on n'en a jamais retrouvé, de la réponse effectrice. Pourquoi, quand on fait quand on fait une greffe de moelle osseuse à ces patients, ils font quand même des rechutes? Et puis enfin, pourquoi aussi des polyarthrites guérissent toutes seules? On a tous vu ça au bout de 15 20 ans. C'est des notions qui vont relativement mal avec la pure auto-immunité, même si bien sûr elle existe. Donc le rôle de la génétique, vous voyez qu'il est en train d'être revu un petit peu à la baisse, même si on en a trouvé beaucoup. Et ce qu'on a redécouvert depuis quelques années, on a dû beaucoup vous en parler déjà, c'est le fait que les microbiotes jouent un rôle majeur dans la santé, que ça représente presque 99% de nos gènes, puisqu'il y a 100 fois plus de gènes bactériens dans l'intestin qu'il y a de gènes humains dans le corps humain. Donc on est en train de redécouvrir cet autre génome. Ce qui est très intéressant, c'est que cet autre soi, le soi bactérien, et c'est un peu vrai pour le soi viral, il change au fil des années. Ça, c'est une notion relativement récente. On sait que les hormones, beaucoup plus qu'on ne le pensait, vont moduler le type de soi qu'on va avoir. Le soi n'est pas le même au fil du temps. On n'est pas le même quand on a 5 ans, quand on a 30 ans, quand on a 80 ans. Et les hormones vont changer notre manière d'être dans nos cellules, mais également dans les bactéries qui nous accompagnent depuis la naissance. Notion très importante, le liquide amniotique n'est pas stérile. Contrairement à ce qu'on avait pensé, c'est 2 publications qui l'ont confirmé. Ce ne sont pas des bactéries qui se multiplient, mais elles sont là. La maman transmet au bébé, avant même qu'il ne naisse, son soi futur, ce qui va expliquer qu'il n'y ait pas de colite néonatale. Même quand un bébé naît par césarienne, il ne rejette pas les bactéries que sa maman ou l'entourage va lui transmettre. Il les a déjà reconnues in utero, même si ce n'étaient pas des infections stricto sensu. Alors, j'essaie de vous proposer donc cette vision qui est un peu naïve, mais une vision de clinicien, mais qui colle assez bien avec ce qu'on voit en clinique en tout cas. Qu'est-ce qui fait que nos pathologies qu'on appelle auto-immunes, qui sont peut-être plutôt dysimmunitaires, se lancent un jour? Elles ne viennent pas toutes seules du ciel. Il y a sans doute un facteur déclencheur et qui est peut-être un facteur d'entretien.
Le plus probable, donc, c'est que toutes nos pathologies soient liées à une surréponse à des provocations infectieuses qui peuvent être soit de nature auto-inflammatoire, vous connaissez de ces maladies, les TRAPS, les Buccal Wells, etc., soit des réponses T durables de type arthrite réactionnelle, mais on peut aussi imaginer que beaucoup de maladies dites auto-immunes soient simplement la conséquence de superarthrite réactionnelle, dans le sens où le germe, il n'est jamais complètement débarrassé, il est toujours là, présent dans les tissus cibles, avec donc la possibilité de modifier la capacité des cellules présentatrices dans la manière de travailler, qui présente anormalement un mélange de soi et de non-soi, ce qui aboutit à la rupture de tolérance. Et ça, c'est une notion qui devient de plus en plus établie. Vous verrez qu'il y a des articles de Nature qui viennent de sortir qui confirment que ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, on a déjà présenté depuis pas mal d'années ce continuum. Déjà, on a commencé à faire un peu marche arrière sur la notion que tout était auto-immun quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de maladies auto-inflammatoires. Autrement dit, que ce n'était pas les lymphocytes T et B qui surrépondaient, mais bien les cellules innées de type macrophage. Donc ça, c'est une notion que vous aviez déjà. Mais par contre, il y a une notion qu'on avait oubliée, c'était que les infections jouaient un rôle. Alors, dans tous les congrès d'immunologie, d'auto-immunité, au congrès américain chaque année, alors qu'il y a 30 ans, on voyait des posters sur l'infectiologie, ça a disparu. Tout se passe comme si on ne voyait qu'une seule face de la Lune. On se dit, bah, la Lune n'a qu'une seule face. En réalité, il y a une autre face derrière qu'on ne voit pas, mais qui est capitale, c'est le micro-infection chronique. Et l'intérêt maintenant, c'est d'aller creuser le tunnel par le bout, aller essayer de voir quelles sont les micro-infections chroniques qui entretiennent toutes ces pathologies immunitaires. Les Japonais ont commencé depuis longtemps. Les Américains n'ont pas cru ce qu'ils racontaient parce que ce n'était pas eux qui avaient trouvé, comme d'habitude, mais pourtant ils avaient raison, je trouve. Les Japonais ont fait beaucoup de travaux dans ce sens-là. Alors, s'il y avait des surréponses chroniques à des provocateurs infectieux, on pourrait très bien expliquer ces atteintes en mosaïque qu'on a vu tout à l'heure, hein, une articulation pas l'autre. Pourquoi il y a des poussées? Si le germe se réveille, ça s'explique assez bien. Il y a un échappement parce que le microbe, il sait faire le demi-tour. Lui, quand il est bloqué, il va trouver une solution. L'absence de clones conservés parce qu'on sait qu'une infection, c'est jamais contrôlé que par un seul clone. Les effets paradoxaux des biomédicaments aussi. Pourquoi, quand on met un biomédicament, parfois il y a un effet inverse? Et puis enfin, parce qu'un microbe, il peut disparaître avec le temps, on peut imaginer que ça puisse être l'explication qu'il y ait des maladies parfois tonitruantes au début, des sarcoïdoses, et puis après, ça se calme tout seul parce que le microbe, il a fini par disparaître. Alors si je vous montre ce schéma, c'est rappelé que depuis un siècle et demi, les cliniciens avaient suspecté que c'était la même chose, et ils avaient raison. Les sarcoïdoses, dites-moi où est la sarcoïdose et la tuberculose. C'est pas facile du tout, hein. C'est un petit piège, bien sûr. Alors la sarcoïdose est à droite, mais la tuberculose aurait pu être également à droite. On peut avoir les mêmes images dans les deux tableaux. Quand vous regardez un syndrome SAPHO, en fait, vous trouvez un aspect qui ressemble furieusement à une ostéomyélite septique. On parle d'aseptique, en réalité, elles ne sont pas si aseptiques que ça. Il y a bien des germes, mais qui ne se multiplient pas. Donc là, c'est un cas du service qu'on avait eu d'un jeune qui avait un tableau qui ressemblait à s'y méprendre à une cause infectieuse, mais c'était bien un SAPHO. À l'époque, il n'avait rien d'autre. Et il a fait quelques années plus tard un Crohn typique et des atteintes cutanées, mais c'est certainement des pathologies micro-infectieuses. Quand on voit un aspect comme ça ressemble furieusement à une infection. Alors, si il fallait citer une autre pathologie qui est un exemple extraordinaire pour montrer à quel point une micro-infection peut donner un tableau qui ressemble à quelque chose d'auto-immun, c'est la maladie de Whipple. Ce que vous voyez, c'est une maladie de Whipple. Ça ressemble furieusement à une spondylarthrite. Ce que vous voyez, c'est une maladie de Whipple. On en a régulièrement. Dans le service l'an dernier, on a eu 10 cas nouveaux, hein, et donc des tableaux que Xavier Péchat nous a appris à reconnaître. Quand vous avez une fusion de l'ensemble du carpe comme ça chez un homme de 50 ans, il y a de fortes chances que ce soit une maladie de Whipple qui traînait depuis des années. Donc, c'est bien un exemple extraordinaire qui montre qu'une infection latente peut simuler tant une spondylarthrite qu'une polyarthrite, et même au bout de 10 ans, on peut faire le diagnostic avec du retard. Alors, Jean Sibylian a déjà bien appris il y a pas mal d'années que les microbes qui pouvaient induire des pathologies réactionnelles sont extrêmement nombreux, et la liste ne cesse de s'allonger. On a très régulièrement des cas. On a eu un cas dans le service la semaine dernière de strongyloïdes, hein, où on peut avoir énormément de pathogènes. L'Helicobacter pylori peut donner également d'arthrite réactionnelle. Donc, il y a énormément de candidats potentiels, et vous verrez qu'il y en a d'autres. Alors donc là, voilà un magnifique travail fait ici, je crois, et qui est un des tout derniers, ayant montré qu'avec des très bonnes techniques de PCR, on retrouve bien plus souvent que n'avait été recherché par nos collègues allemands il y a 15 ans dans l'arthrite réactionnelle des germes. Alors, ce n'est pas forcément la preuve qu'il y a une infection active, même si c'est RT-PCR, donc avec la présence de RNA. Ça peut être une infection latente non pathogène, mais en tout cas, on retrouve bien plus que ce que les immunologistes le croient, des infections larvées dans les arthrites, y compris dites auto-immunes. Donc, comment expliquer que nos pathologies puissent être entretenues par des infections ou initiées par des infections? Il faut d'abord que le germe il rentre dans le corps. Il rentre dans le corps par les épithéliums. Et on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'épithéliums qui sont infectés de manière latente. Il faut ensuite qu'après, ils aillent se balader. Comment est-ce qu'ils se baladent? Il y a deux mécanismes. Je n'aurai pas trop le temps de vous détailler aujourd'hui, qui sont passionnants, qu'on commence à mieux comprendre grâce aux cancérologues, qui font que des cellules infectées peuvent aller se promener dans le corps. Mais il faut aussi que le germe il résiste au système immunitaire.
Eh ben, il peut le faire de 36 manières, notamment en allant se cacher l'état dormant. C'est un sujet qui n'est pas assez connu encore, mais qui est pourtant passionnant. On, a- on connaît maintenant la manière dont la tuberculose se cache. Elle va se cacher exactement dans les cellules où on peut penser que nos pathologies naissent, les cellules souches mésenchymateuses. Mais également, elles vont se cacher dans les cellules immunes elles-mêmes. C'est un peu un paradoxe, mais très souvent, quand on veut savoir où un staphylocoque se cache, il faut le chercher dans le polynucléaire, c'est là qu'on va le trouver. Après, il faut que le microbe il résiste aux deux mécanismes qui existent depuis des centaines de millions d'années ou milliards d'années, qui font qu'une cellule infectée de caryotes se débarrasse des prokaryotes. C'est ce qu'on appelle la xénophagie et la nétose. Et pourquoi j'en parlerai rapidement? Parce que dans ces deux situations de défense contre nos infections intracellulaires, on va avoir des processus, vous connaissez, de citrullination. C'est comme ça qu'on commence à expliquer maintenant la rupture de tolérance dans les polyarthrites à la présence donc, de certains antigènes citrulliniques. Il faut ensuite que le microbe, une fois qu'il a résisté à la première destruction, il aille migrer quelque part, et il migre dans les ganglions, également vers la rate, et puis éventuellement, s'il y arrive, il peut aller migrer dans les cellules souches, qui sont les cellules idéales pour lui, parce que quand un microbe il a envie de durer dans l'organisme, il ne faut pas qu'il persiste dans une cellule qui va disparaître elle-même. Dans l'épithélium, en quelques semaines, c'est mort. La cellule elle va monter dans l'épithélium et il n'y aura plus de persistance. Il va se cacher dans les cellules souches et il va essayer de trouver le meilleur endroit pour les cellules souches. Et le meilleur endroit pour les cellules souches, c'est la moelle osseuse où il peut persister pendant très très longtemps, comme le fait la tuberculose. Et puis après, donc, on peut expliquer potentiellement certaines arthrites, en tout cas maintenant on a des arguments assez formels pour le faire, dans l'arthrite réactionnelle, par la capacité de l'antigène à persister longtemps dans les tissus et parfois, pour le germe, quand il est encore dormant, à ressortir de manière très, très tardive. Pour la tuberculose, c'est archi connu, mais c'est vrai pour d'autres maladies. Louis Peul, c'est un autre exemple. Un germe peut se réveiller 10-15 ans après une infection initiale. Et puis ce qui a été encore plus récemment étudié de manière très brillante, c'est la capacité qu'ont les infections chroniques à modifier la manière dont notre génome est utilisé et donc à modifier le fonctionnement des cellules qui présentent. Et c'est là qu'il y a un champ extraordinaire d'application pour tout comprendre. Et grâce à nos collègues cancérologues qui travaillent dessus depuis de nombreuses années, on va avoir une révolution dans les 20 ans qui viennent. J'espère que je le verrai du fond de la maison de retraite, mais je pense que c'est là qu'il faut espérer des guérisons pour nos patients. Alors comment, donc là, je vais aller plus vite, comment ça pénètre dans l'épithélium et comment ça persiste? Parce qu'il y a plein de raisons à ça. Et comment effectivement, bon, on peut faire en sorte qu'un germe persiste, enfin, comment ça peut persister, c'est tout ça. Almut du mucus, hypogamma-globulinémie, mais je vous le fais rapidement. D'abord, donc, dans beaucoup de pathologies qu'on voit, il y a des anomalies du mucus. Dans les polyarthrites, vous savez qu'il y a 4 fois plus de dilatation des bronches. Et ben, on sait pourquoi, c'est que le mucus n'est pas normal. On avait étudié ça avec Xavier Péchal. On a retrouvé donc, chez un grand nombre de ces patients le gène de la mucoviscidose hétérozygote. On ne leur dit pas parce qu'ils sont déjà assez affectés par la polyarthrite, mais il y a très souvent des maladies du mucus qui favorisent. C'est comme ça qu'on explique l'association. Le fait qu'il y a des microbes qui persistent dans le mucus et qui peuvent pénétrer dans le corps. Alors, on sait aussi que certains microbes nous protègent des autres microbes parce qu'ils forcent notre intestin, par exemple, à sécréter, mais c'est vrai au niveau des bronches aussi, un mucus de meilleure qualité. Notamment les bonnes bactéries, celles qui sont nos copines, elles vont nous aider à fabriquer du butyrate et du lactate. Si on n'a plus ces bonnes bactéries, on est plus envahi par d'autres bactéries. Alors, cette notion de micro-infection, ça explique aussi pourquoi il y a cette association entre maladies de type déficit immunitaire et auto-immunité. Il y a plein de maladies, la liste est très longue, vous n'allez pas la lire bien sûr, mais c'est vrai pour les B, c'est vrai pour les T. Pourquoi il y a cette association entre maladies enfin, micro-délétion de la réponse immune et maladies auto-immunes? Parce qu'en fait, ça favorise les portages infectieux chroniques. Alors, on sait aussi qu'il y a au sein même de la cellule des défaillances, comme par exemple ici le récepteur TOL qui est là pour capter les dangers intracellulaires. On sait que beaucoup de nos maladies dysimmunitaires sont associées à des mutations de récepteurs TOL. Par exemple, la maladie de Crohn, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres syndromes qui sont associés à ces mutations. Pour les salmonelloses chroniques, on retrouve la même chose. Donc, vous voyez le lien. Si on retrouve dans les maladies auto-immunes et dans les infections chroniques des mutations proches, on voit bien qu'il y a des grandes chances que ce soit parce qu'un germe, dans les deux cas, a profité de l'aubaine pour persister. C'est vrai aussi pour le récepteur NOD. NOD, c'est dans les maladies granulomateuses et le Crohn, mais c'est également vrai dans certaines variétés de polyarthrite. Donc note 2, au passage, c'est Corinne Miceli qui l'a trouvé. Corinne Miceli-Richard, vous connaissez sans doute à Paris. C'était sa thèse, elle a travaillé là-dessus. C'est elle qui a montré que dans le syndrome de Blow, qui est un syndrome très proche, on a également des mutations du récepteur NOD. Alors le microbiote, je vais aller assez vite, mais vous connaissez déjà, mais je vais quand même insister sur 2-3 points. Un microbe, ça existe même quand ça ne pousse pas dans la boîte. Ça, c'est essentiel. On a appris des choses fausses quand on était étudiant, qu'il y avait une infection quand ça poussait dans la boîte. Ça, c'est des concepts de 1870. Non, c'est fini, ça. On sait que le microbiote, c'est majeur. On en a énormément. Vous voyez que 1,5 kg de l'organisme de microbes.
notre génome est donc, c'est à 99% du microbiote et la plupart sont anaérobies, ne poussent pas dans les boîtes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Dans un gramme de sel, il y a 10 fois plus de bactéries dans un gramme de sel qu'il y a d'humains sur Terre. Et la notion essentielle aussi, c'est pour ça que j'ai mis à chaque fois que je mets quelque chose en rouge, c'est pour dire que ça me paraît important. Aux étudiants en médecine continuent à apprendre qu'une infection, c'est quand il y a du microbe dans la boîte. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand il y a une infection, une septicémie ou autre chose, sans qu'on sache très bien pourquoi encore, il y a une bactérie qui se met à se multiplier. Au lieu de faire un enfant à chaque fois, elle en fait 10 ou 100. Si bien qu'il y a une explosion extraordinaire de microbes, de germes d'un seul type, et qui après va se stabiliser quand il aura tout mangé. Quand il n'y a plus de substrat, il va mourir spontanément. Beaucoup d'infections dans le temps, les gens ne mourraient pas avant l'antibiotique, parce que la bactérie elle-même, elle se tue dans la mesure où elle va tout manger. Ce côté des toxines aussi, si bien que finalement, avec le temps, même sans antibiotiques, on peut guérir de beaucoup d'infections bactériennes, heureusement. Et se rappeler aussi que la plupart des antibiotiques, ce ne sont jamais que des molécules fabriquées par d'autres bactéries pour tuer la première. Entre elles, elles se neutralisent en permanence. Et un microbiote, c'est une sorte d'équilibre de guerre froide, entre guillemets, entre différentes bactéries qui se disent, tiens, on se partage tel territoire ou tel substrat, mais en même temps, on se contrôle l'une l'autre. Et quand il y a une infection, c'est qu'il y a un déséquilibre de cette subtilité extrême qui est la guerre intestine au sein de nos bactéries. Donc ces bactéries sont présentes surtout dans le côlon. Il y en a très très peu dans l'estomac, il y en a une dizaine d'ailleurs, il n'y a pas que l'hélicobactère, mais c'est avant tout dans le côlon, c'est énorme, c'est là que tout se joue. Et chacune a son territoire. C'est-à-dire qu'on change au bout de 20 cm, c'est plus le même territoire, même 10 cm. Le problème, c'est qu'actuellement, les travaux qu'on fait, c'est en prenant dans les selles. Donc dans l'avenir, quand on sera capable d'aller faire des prélèvements selon les tissus, on va encore plus progresser dans les connaissances des interrelations entre le microbiote et la réponse immunitaire. Alors pour vous montrer à quel point c'est complexe, une métaphore que j'utilise souvent pour expliquer aux patients, mais pourquoi il n'y aura pas immédiatement de traitement adapté? On a tous une flore différente de notre voisin. Prenez, pour simplifier, une grille de loto à 2000 cases, vous en cochez 110. Vous avez une idée de la complexité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de possibilités. Il y a au moins 110 flores bactériennes, enfin 110 variétés qui changent d'une personne à l'autre sur 2000 possibles. Vous voyez que la combinatoire est absolument infinie. Et en plus, c'est tellement compliqué que quand on compare l'intestin, la peau, le poumon, c'est différent. On a chacun, effectivement, une flore un peu particulière dans chacun de ces tissus. Et en plus, à l'intérieur, il y a, j'ai dit des milliers de bactéries possibles, mais il y a 3 grandes catégories de bactéries. Il y a ce qu'on appelle les symbiontes, les pathobiontes, les pathogènes. Ça, je vous le mets pour dire ce que c'est, mais en fait, en réalité, voilà ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a les symbiontes, celles qui nous aiment bien, j'appelle ça les chiens. Les bactéries qui sont là pour nous aider à digérer, pour nous aider à nous défendre des autres. Il y a les loups. Salmonelle, c'est un loup. Faecalibacterium prausnitzii, c'est un chien. Et puis entre les deux, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu entre les deux. Tantôt c'est des chiens, tantôt c'est des loups. Et elles nous sont quand même utiles parce qu'elles nous testent, un peu comme les nageurs de combat qui vont faire semblant d'attaquer des porcs pour voir si les défenseurs sont au point. Mais on est malade quand celle-ci ou celle-ci prennent le devant sur celle-là. Ça, c'est un phénomène capital à comprendre. On comprend beaucoup de maladies qui étaient obscures jusqu'à présent quand on a cette notion en tête assez simple. Et quand on a la notion aussi que ces chiens, ils font partie de la famille. Ils sont là tout petit, dès qu'on est, avant même qu'on soit né, on est en contact avec ces chiens. Ils font partie de nous, et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'ils rentrent dans notre corps. On en a dans nos ganglions. On le sait maintenant. On en a même dans nos artères. On découvre ça. On sait qu'il y a des quantités infimes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des chiens partout dans le corps. Autrement dit, nous ne sommes pas des êtres stériles. Nous avons en permanence des micro-infections dans notre corps. De même qu'un arbre a besoin de ses racines et tous les champignons qui sont dans les racines pour pouvoir vivre, on a besoin de ces bactéries pour vivre aussi. Et donc ces chiens, ils ont le droit de rentrer dans la maison. Ils rentrent dans les ganglions, notamment les ganglions mésentériques, mais les ganglions pulmonaires. Ça fait partie de notre moyen de défense, parce que quand les autres bactéries veulent pénétrer, quand elles arrivent dans les ganglions, quand elles arrivent à chanter notre première ligne de défense, dans les ganglions, elles retrouvent les chiens. Et les chiens les empêchent de progresser. J'espère que vous comprenez, c'est une métaphore assez naïve, mais c'est une notion toute récente, c'est assez récent, et c'est capital à comprendre pour comprendre pourquoi il n'est pas anormal d'avoir quelques ganglions infectés parfois, ça fait parfois du bien. Et les IgA, comme on nous avait appris dans le temps comme étant un moyen de défense contre les méchantes bactéries, la principale raison d'être des IgA, c'est d'aider les chiens à rentrer. Ils ont le droit, ils sont reconnus naturellement, on a des IgA naturels qui reconnaissent les chiens, qui les aident à rentrer dans la maison. C'est comme ça qu'il faut les voir désormais, ces IgA naturels. Donc en permanence, on a des bonnes bactéries qui vont migrer en profondeur dans l'intestin. Ce qui n'est pas normal, c'est quand les loups y arrivent, et c'est ce qui se passe en cas de maladie de Crohn, par exemple. Donc les symbiontes, donc ceux qui nous aident, on en a besoin. Et dans les maladies comme la maladie de Crohn et d'autres, quand il y a un manque dans ces chiens, on est malade. Il ne suffit pas d'avoir des excès de loups pour être malade, il faut aussi avoir un manque de chiens, les deux sont vrais.
On a eu donc à Nantes une chercheuse qui a travaillé là-dessus, qui a montré qu'il y avait bien un manque de certaines bonnes bactéries. On a retrouvé la même chose dans les spondylarthrites, même anomalie. Et on retrouve également non seulement un manque de chiens, mais également un manque de bergers, puisqu'il y a un dialogue permanent entre les bonnes bactéries, celles qui nous aident, celles qui nous protègent, et les T régulateurs. Les T régulateurs sont là pour calmer la réponse inflammatoire, les chiens aussi. Eh bien, on a une sorte de synergie entre les deux. On est en train d'étudier, enfin, de redécouvrir ça. Il y a des bonnes bactéries qui nous aident, et donc des bergers qui sont les T régulateurs, qui sont en même temps dans l'intestin. Quand l'un disparaît, l'autre l'intestin. L'autre disparaît aussi. Et donc, la stimulation des T régulateurs, elle se fait où? Ben justement, là, il y a le plus de bonnes bactéries. Donc, il faut faire attention quand on manipule le microbiote, quand on le fera tôt ou tard, à ne pas, si on veut se débarrasser des loups, il ne faut pas non plus se débarrasser des chiens, parce que les deux sont importants. Alors, ce qui est très à la mode également, c'est de comprendre comment les bactéries qui sont bonnes, non seulement parce qu'elles nous débarrassent des méchantes, mais aussi parce qu'elles sécrètent des substances qui vont aider la réponse immune à ne pas être trop excitée. Et je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il y a des bonnes bactéries qui nous aident à fabriquer du mucus. Mais on sait maintenant que ce qui différencie une bonne bactérie d'une mauvaise, c'est le métabolome. C'est la manière dont elles vont métaboliser nos aliments et également nous apporter des compléments alimentaires en quelque sorte qui vont avoir une fonction immunologique, ce qu'on appelle des immunomodulateurs endogènes. Et donc on sait maintenant que, par exemple, les bonnes bactéries, les chiens, elles fabriquent des acides gras à chaîne courte qui sont essentiels, et peut-être que les médicaments que les chiens vont commercialiser en premier, c'est peut-être ça d'abord, avant de faire des prébiotiques plus subtils, ça va être des acides gras à chaîne courte, etc., qui feraient une réponse immune de manière assez nette. J'ai mis un exemple, enfin, il y en a plein d'autres, je passe. Donc les métabolomes, ça joue un rôle majeur. Au Congrès américain, maintenant, chaque fois qu'il nous montre un résultat, il nous montre non simplement la génomique, mais le métabolome, c'est-à-dire qu'est-ce que cette bactérie elle fabrique. Et c'est là-dessus qu'il résonne désormais autant que sur la génétique. Alors beaucoup d'influences. Qu'est-ce qui influence nos bactéries? Qu'est-ce qui fait qu'on a tel type de microbiome? Bah, c'est la manière dont on est né, la manière dont on a été allaité aussi, ça joue, hein. Les bébés élevés au sein, c'est beaucoup mieux parce que la maman transmet d'autres bonnes bactéries. Puis également, ça dépend avec qui on a été élevé. Vous voyez que les serviettes dans les maternelles, peut-être que c'est un moyen de s'échanger des bactéries entre enfants, qui se mettent également le doigt dans le nez du copain assez souvent, quoi. Voilà. Alors la flore, effectivement, elle change, mais elle change assez progressivement dans le cours de la vie, mais elle change surtout à des moments clés, qui sont les moments où on change en hormones. Et ça, on a découvert ça il n'y a pas tellement de temps. On sait que les phases essentielles où les maladies souvent apparaissent, c'est l'adolescence, la ménopause. Ben, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des changements globaux de l'organisme à ce moment-là, dictés par les changements hormonaux. Donc à l'adolescence, on a remarqué qu'il y avait des modifications, certains chiens disparaissent, d'autres apparaissent, etc. Et après 60 ans aussi, il y a certaines bactéries qui plongent et d'autres qui apparaissent, parce que les hormones changent avec l'âge. Alors ce qui est passionnant, ça c'est un sujet extraordinaire, c'est de voir à quel point les hormones sexuelles vont moduler non seulement notre réponse immunitaire, mais aussi nos bactéries. Et les deux sont interreliés. On se demande depuis longtemps pourquoi il y a plus de polyarthrite chez la femme que chez l'homme, et pourquoi inversement il y a plus de maladies chez les hommes que chez la femme. On commence à voir l'explication, parce que ce n'était pas par les gènes humains qu'on l'expliquait. On n'a pas trouvé d'explication sur le X et le Y. C'est beaucoup plus sur l'effet des hormones sur l'environnement. Les microbiomes masculins, si vous avez donc dans votre intestin des microbes d'hommes, vous allez fabriquer plus de testostérone. Si on vous transplante le microbiome de votre épouse, vous allez faire plus d'œstrogène. On est influencé par les microbes qu'on a dans l'intestin. Et inversement, donc, si on sécrète des hormones mâles en excès, si on vous injecte des hormones mâles, si vous êtes une dame, vous allez avoir une microbiote qui va devenir un microbiote d'homme tout doucement, et vice-versa, bien sûr. Donc il y a des boucles paracrines qui se font entre les deux. Plus on mange masculin, plus on devient un homme, etc. Et donc ça t'est montré chez la souris de manière formelle. Et quand on transplante des flores microbiennes de souris malades, hommes ou femmes, enfin femelles ou mâles, à l'autre, on les guérit parfois, simplement avec ce phénomène. Donc c'est peut-être pour ça que les hommes préfèrent la viande et la femme la salade, je ne sais pas. En tout cas, dans les modèles animaux, c'est absolument sûr et certain que l'alimentation est modulée par les hormones, enfin en tout cas indirectement, en tout cas que ce qu'on mange va influencer nos hormones qui vont influencer le microbiote de manière paracrine. Alors c'est vrai pour l'intestin, mais également pour la peau. Pour d'autres tissus, on sait que les hormones jouent un rôle majeur dans la manière dont on va tolérer ou non certains microbes à certains moments de la vie. Pour l'acné, je pourrais vous l'expliquer enfin, le germe de l'acné, mais ça sera un peu trop long, je ne le ferai pas aujourd'hui. Donc le problème est très compliqué, vous voyez, parce que ça joue dans les deux sens. Autant les hormones influencent le microbiote, autant les microbiotes influencent les hormones. Tout ça, ça joue avec le système immunitaire.
Mais c'est passionnant parce qu'enfin, on peut comprendre pourquoi il y a des moments de la vie plus féconds que d'autres pour telle ou telle maladie. Pourquoi les PPR à 65 ans, par exemple. Je pense qu'un jour, on aura l'explication avec ce genre de choses. Alors, pour vous prouver qu'il y a quand même une interférence majeure entre les germes et le microbiote la réponse immune, il faut se rappeler que notre réponse immune elle est en permanence en train de contrôler notre microbiome et elle est tout le temps stimulée, puisque quand quelqu'un meurt, et en tout cas ça chez la souris, immédiatement, en l'espace de quelques heures, on a des multiplications phénoménales de ces germes qui avant étaient très bien contrôlés. Donc même si en permanence c'est le silence des organes dans l'intestin, notre système immunitaire est totalement dépendant de ce à quoi il est exposé en permanence dans l'intestin et dans d'autres organes, comme les poumons. Donc c'est vital de se rappeler que la réponse immune, elle est essentiellement là pour nous défendre contre les loups qui traînent partout et que les chiens n'arrivent pas à contrôler. Le problème quand on a une maladie auto-immune, est-ce que c'est d'abord parce que les chiens ont été débordés par les loups? Est-ce que parce que les loups sont rentrés d'abord? Ou est-ce que le berger était pas suffisamment présent? Qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule? On ne sait pas très bien. En tout cas, les deux vont en même temps. Et très souvent, quand on corrige l'un, on corrige l'autre. Et on sait maintenant que quand on met un traitement par corticoïde ou infliximab ou n'importe quel anti-TNF-alpha, immédiatement, quasiment, la flore est modulée. Non pas que ça joue sur la flore elle-même, mais c'est qu'on va faire remonter les T régulateurs. En faisant remonter les T régulateurs, on restaure une partie de la flore. Il y a une Française qui travaille à Bethesda, avec qui j'ai pu discuter au dernier congrès, qui m'a confirmé tout ceci. Elle étudie ça dans les modèles de souris humanisés. Et dès qu'on met un anti-TNF, c'est vrai pour d'autres biomédicaments, et même, j'en parlerai tout à l'heure pour d'autres produits, on modifie la flore. La mode d'action de nos médicaments, on pensait que c'était la réponse immune, et bien non, on agit aussi sur la flore quand on met nos médicaments. Ceci dit, il n'y a pas que ces paramètres, il y a aussi le HLA. On sait maintenant que l'association de nos maladies au HLA est sans doute beaucoup plus liée au fait que le HLA nous sert à nous défendre contre des bactéries qu'à autre chose. Bon, j'en cite un exemple, il y en a plein d'autres. Alors, B27, par exemple, ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Pendant 20 ans, on avait cru que B27, ça jouait un rôle dans les spondylarthrites parce que ça entraînait une surprésentation. Il y a encore des gens qui essaient de défendre cette notion qui est vieillotte. C'est de moins en moins le cas, et Maxime Bréban, qui travaille dessus depuis 20 ans, on reconnaît maintenant que c'est l'inverse. B27 facilite le portage chronique d'infections et nous défend moins bien contre certaines bactéries que d'autres HLA. C'est pour ça qu'il y a une corrélation forte, mais qui est loin d'être parfaite, entre B27 et nos pathologies type spondylarthrite. Quand on est B27, on a beaucoup plus de salmonellose chronique, shigellose, yersinia, chlamydia. Voilà. Dans les polyarthrites, ce qui est découvert depuis pas mal d'années maintenant, au tout début des polyarthrites, il y a plein d'anomalies des microbiotes. La principale, celle qui sort le plus, dans plusieurs études, ça a été fait aux quatre coins du monde, c'est un microbe que vous connaissez peut-être déjà, qu'on appelle Prevotella copri, qu'on retrouve en excès au moins dans 40% des polyarthrites débutantes, et surtout dans celles qui sont associées aux anti-CCP, facteurs rhumatoïdes. Il y a une très forte corrélation entre une anomalie de la réponse à Prevotella copri et HLA-DR4, et notamment l'épitope partagé. Alors, ce n'est pas une preuve définitive que c'est ça l'explication du HLA-DR4, mais c'est quand même très très troublant tout ça. En plus, ces cellules de la réponse, enfin, qui sont présentes dans l'intestin, les cellules de microbiote, elles peuvent persister en stimulant les T régulateurs. C'est pour ça qu'il y a cette synergie entre les chiens et les bergers, parce qu'ils stimulent en permanence. Les bons microbes, et il a appris à stimuler les T régulateurs qui vont entretenir le berger. Sauf que si le berger est trop stimulé, s'il est mordu par son chien, pour faire simple, il peut s'énerver. Et le berger peut devenir plus méchant. C'est ce qui se passe quand on a une stimulation excessive des T régulateurs intestinaux. C'est une notion qu'on avait prédite il y a quelques années. On a fait un article en disant que ça devait être le cas. Il y a plusieurs travaux récents qui ont confirmé que ce n'était pas une vue de l'esprit, ce n'était pas la science-fiction, c'est la réalité. Puisque plusieurs travaux, notamment japonais, ont montré que quand on stimule trop par des bactéries méchantes les T régulateurs, elles peuvent devenir elles-mêmes des lymphocytes T méchants, des TH17, qui peuvent avoir un effet pathogène. Alors, au dernier congrès américain, donc une équipe japonaise a montré que dans les polychondrites, quand on stimule effectivement avec des microbes intestins humains les T régulateurs, ils deviennent des TH17 tout à fait typiques. Et ça donne un tableau dans les modèles murins tout à fait typiques de polychondrites. Je trouvais ça fabuleux. Ce travail était extraordinaire et correspond tout à fait à ce qu'on attendait. Et en plus, donc, ils ont montré qu'en bloquant l'IL6 ou d'autres cytokines, on permettait au TH17 de se recomporter à nouveau comme un T régulateur. Donc ce n'est pas des vues d'esprit, tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences majeures. Et en fait, cette équipe, en plus, avait travaillé sur le B7 et montré la même chose, sauf que c'était le streptocoque qu'ils avaient utilisé. Le même principe, le streptocoque transformait les T régulateurs en TH17, etc. Donc je passe parce que vous l'avez déjà compris. Parce que le message fondamental, c'est ça, c'est qu'il y a certaines bactéries qui, à force de stimuler, c'est des bactéries qui sont chien-loup, celles que j'appelle chien-loup, à force de stimuler les T régulateurs, elles les transforment en T helper, en TH17. Et quand on a un modèle animal, il faut tenir compte non pas de l'importance de la stimulation à un temps T, mais de la répétition dans le temps.
C'est comme les vaccinations, si on vaccine trop de manière régulière, à la fin, ça finit par être dangereux. Et si on vaccine normalement, ça se passe très bien. Alors voilà donc la chercheuse française qui travaille sur le fait que nos médicaments agissent aussi, les anti-TNF-alpha, modulent la flore. Ça diminue les méchantes bactéries, ça fait remonter les gentilles. En agissant sur les T régulateurs, on agit sur les bactéries de type chien. Donc elle l'a montré, voilà, je passe. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Ça fait 50 ans qu'on donne le méthotrexate. Cette jeune femme, elle a fait 2 posters en 2 ans, avec à chaque fois un aspect différent, montrant que dans des modèles in vitro de polyarthrite, c'est des souris, bien sûr, ce n'est pas des êtres humains, mais quand on rajoute des concentrations majeures de méthotrexate, qu'est-ce qu'on observe dans les selles? Il y a des bactéries qui disparaissent. Ce n'est pas étonnant. Le méthotrexate, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde bien la formule chimique, bah, c'est quasiment du trimethoprim, c'est du trimétoprime, c'est très très proche, c'est un antifolate. Et ce qu'elle a montré, c'est passionnant. C'est à la fois qu'elle peut expliquer avec ce modèle pourquoi les gens répondent aux métaux et d'autres pas, parce qu'on a des flores très différentes. Et elle est en train de l'étudier, elle est en train de vérifier chez l'homme que les non-répondeurs aux métaux ont justement des flores qui ne répondent pas également. Et elle a aussi l'explication potentielle au fait qu'il y a des gens qui ont un échappement parce qu'il y a des bactéries qui peuvent inversement modifier l'action du méthotrexate en le métabolisant de manière anormale. Et c'est comme ça aussi qu'on explique qu'il y a des intolérances. Les gens qui sont intolérants, ce n'est pas des gènes humains, c'est des gènes bactériens. C'est ce qui fait que vous êtes nauséeux le lendemain, c'est que vous avez des bactéries qui vont métaboliser le métaux, parce que là aussi, ça marche dans les deux sens. Le médicament agit sur la bactérie qui agit aussi sur le médicament en échange. Et c'est pour ça passionnant. Ce sujet me paraît majeur. Donc c'est pour rappeler qu'il y a une très grande similitude entre l'acide folique, le métaux, mais également le Bactrim. Et que ce n'est pas étonnant, puisque ça fait longtemps qu'on avait déjà étudié le Bactrim dans la polyarthrite. Au passage, il y a plein d'autres médicaments qui sont modifiés par notre flore. Si vous avez une intolérance à tel ou tel médicament, ce n'est pas immunoallergique le plus souvent. C'est qu'il y a le médicament plus quelque chose dans notre flore intestinale qui fait qu'on ne tolère pas. Tous les médicaments sont métabolisés. Le paracétamol est métabolisé. La salazopyrine est métabolisée par nos médicaments. C'est ce qui explique qu'on ne peut pas simplement faire de la prédiction médicamenteuse avec les gènes humains. Il faudra s'y prendre les gènes bactériens. Et ça, il y a un marché énorme pour la biologie future d'étudier ça. Alors, comment les germes après peuvent persister donc, dans les épithéliums s'ils doivent toucher nos articulations? Ben, ils le font assez facilement, en fait. Ça fait des milliards d'années qu'ils ont appris à le faire. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Les bactéries, elles peuvent rester endormies pendant des années, pendant 10 ans parfois. Et il n'y en a que très peu qui s'endorment. Dans une population de 1 million de bactéries, il y en a toujours un millier qui va s'endormir brutalement, un peu comme en postprandial lors d'un congrès. Et donc, de temps en temps, elles peuvent se réveiller au bout de 5 à 10 ans. Ça, c'est une stratégie de survie, de manière un peu comme une graine qu'on sème dans le désert peut rester complètement végétative pendant 10 ans. Il y a une bonne pluie qui arrive, hop, la fleur ressort ou la plante ressort. C'est la même chose pour nos bactéries. Elles peuvent rester très très longtemps endormies et se réveiller. Alors évidemment, on ne les entend pas, elles ne font pas parler d'elles, mais elles sont là. Et parfois, elles sont là et suffisamment là pour pouvoir donc modifier notre réponse immunitaire de manière sournoise. Ce qu'il faut comprendre, ça l'étudiant en médecine français il ne comprend pas. Quand on parle de bactéries dormantes, il dit bah alors antibiotiques. On le mais non, la bactérie dormante, elle n'est pas sensible aux antibiotiques, elle dort. C'est pas la peine, c'est pas les mêmes du tout gènes qui sont utilisés. Tu mets ce que tu veux comme antibiotique, elle va toujours être là. Il y a justement des travaux pour essayer de comprendre quel type de molécules on pourrait avoir pour traiter radicalement ces bactéries dormantes. C'est la même chose pour les chimiothérapies, pour les cellules cancéreuses dormantes. C'est passionnant parce qu'on va enfin guérir des maladies en étudiant ce sujet-là. Et pour faire comprendre aux étudiants français que les bactéries elles peuvent être dormantes, on leur explique, mais explique-moi dans ce moment-là, si tu ne comprends pas, explique-moi pourquoi il faut traiter pendant 1 an et demi la tuberculose. Pourquoi? La bactérie dans la boîte, elle est morte au bout de 48 heures. Si vous mettez du BK à pousser dans une boîte avec l'antibiotique, il meurt tout de suite. Pourquoi on met 1 an et demi de traitement? C'est parce qu'il y a des bactéries dormantes qui mettent parfois 6 mois à se réveiller. Pour pouvoir les éradiquer, il faut traiter très longtemps. Même dans une maladie infectieuse lambda, on peut, en 48 heures, normalement, les gens devraient être guéris. Pourquoi ils ne sont pas guéris en 48 heures? Il faut parfois mettre 3 semaines d'antibiotiques, parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui, d'emblée, se mettent en situation de dormance. Et le jour où on pourra les faire agir sur ces bactéries dormantes sans mettre beaucoup d'antibiotiques, on aura fait une avancée majeure en médecine. Donc c'est un phénomène majeur, c'est la principale cause qui fait qu'on les traite pendant très longtemps, ces patients. Mais il faut savoir que comme la belle au bois dormant, elles peuvent se réveiller d'un seul coup, comme une tuberculose qui se réveille brutalement 30 ans après avoir été contaminée. Donc les exemples de bactéries dormantes, ça vous parlait en tant que rhumatologue. Vous avez le Mycobacterium, les Whipple, l'Helicobacter pylori, la maladie de Lyme, ça peut rester dormant pendant de nombreuses années. Propionine, donc c'est le germe du sapho, etc. Les chlamydia, les salmonelles, ça peut rester 20 ans dormant dans le corps humain. Et plein d'autres bactéries, le streptocoque aussi, le staphylocoque aussi. Le staphylocoque, ça peut se réveiller 30 ans plus tard dans une ostéomyélite chronique, c'est bien prouvé, on a déjà vu des cas comme ça.
Mais autant les bactéries dormantes, ça n'était pas enseigné aux étudiants en médecine, donc ils ne connaissent pas, autant quand même le grand public sait que les virus peuvent être dormants toute la vie. Dans votre corps, vous avez des milliers de virus qui sont dormants, qui peuvent revenir très tard dans votre existence. Celui que tout le monde connaît, c'est la varicelle, mais il y en a d'autres. Varicelle zona, c'est toute la vie que le virus reste dormant, il se réplique tout doucement. Mais pour les bactéries, retenez que c'est pareil, on a la même chose. Alors après, comment ces germes ils résistent aux mécanismes habituels de destruction? Normalement, bon, je vais vous faire court parce que c'est un sujet complexe, mais normalement, les bactéries sont détruites dans une usine d'incinération qu'on appelle, enfin, il y a différentes usines, l'ubiquitin, etc. Mais la principale, c'est quand même la voie de l'autophagie. C'est dans les autophagosomes que les germes sont détruits. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces sortes de voiries qui permettent de se débarrasser des différents agents, parce on peut se débarrasser des mitochondries, des lipides, mais donc une sorte d'usine d'incinération spécifique des microbes, elle sert aussi à autre chose. Cette usine d'incinération des microbes, elle sert à préparer les antigènes, pour faire simple, pour les présenter aux molécules HLA. Vous comprenez maintenant le risque qu'il y a d'avoir un défaut sur cette voie-là. Si vous avez un défaut d'élimination de ces bactéries qui ont appris à échapper à la voirie, qui se cachent quelque part, qui échappent au sac poubelle, eh ben, vous pouvez avoir une anomalie de chargement des peptides sur le HLA. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer maintenant de plus en plus des maladies auto-immunes qu'on ne comprenait pas bien dans le passé. Donc dans les spondylarthrites, je reviens à ce sujet, on sait que le HLA-B27, non seulement il permet à la bactérie de persister normalement, mais aussi il va stresser, il va modifier la manière dont la voirie va travailler, puisqu'il s'auto-agrège à lui-même, il se mélange à lui-même pour faire des macro-agrégats, et c'est ça qui explique entre autres qu'on a une cellule stressée et qui présente mal les antigènes. Alors pour revenir au polyarthrite rhumatoïde maintenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction, quand on a des anomalies de cette élimination, quand la voirie ne marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? La voirie doit essayer de compenser en citrulinant. Pourquoi? Parce que quand on rajoute des résidus de citrulline, on fragilise les bactéries, elles sont plus facilement clivables à l'intérieur. Et donc on a plein effectivement d'antigènes de type polyarthrite typique, pimentine, alphanolase, qui sont citrulinés. Je passe, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, on peut maintenant, en étudiant les sacs poubelles qui sont injectés en dehors de la cellule, comprendre ce qui s'est passé d'anormal dans la cellule. C'est également un des thèmes de travail de Corinne Misteli, mais bon, tout ça c'est pour dire que c'est un sujet passionnant de rentrer dans la cellule, c'est là qu'on comprend mieux ce qui se passe. Et pour vous dire à quel point c'est un sujet passionnant, dans le lupus, on sait maintenant qu'il y a des anomalies du lysosome, puisque la fin de la voie de recyclage, la fin de la voirie, c'est l'usine d'incinération. L'usine d'incinération, c'est le lysosome, il y a plein de peptides qui hachent, et dans le lupus, on sait qu'il y a des anomalies de ce type-là. Et donc, à Strasbourg, ils ont déjà mis au point un traitement qui est là pour essayer de compenser les anomalies de lysosome qu'on retrouve dans ces maladies. Et on revient à la clinique, puisque quand vous mettez du plaquenil à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous modifiez la manière qu'a la voirie de travailler. Le rôle du plaquenil, c'est de moduler la fin d'autophagie. On renforce la capacité des cellules à se débarrasser des microbes. C'est avant tout comme ça que marche le plaquenil. D'ailleurs, dans le temps, on donnait ça vous vous rappelez, dans la malaria. On le donne maintenant dans plein d'autres maladies. Toutes les maladies infectieuses chroniques, Whipple, on met du plaquenil, parce qu'en mettant du plaquenil, ça permet d'éliminer mieux donc, les microbes et d'autres antigènes d'ailleurs. Et donc les lysosomes, ils sont d'autant plus actifs si la molécule est citrulinée. C'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de maladies infectieuses chroniques aussi, et pas que dans les polyarthrites, un excès de citrulination. Mais que ce que font donc les molécules citrulinées? Elles obligent aussi les bactéries à trouver une solution, j'en parlerai après. Elles l'obligent à devenir dormantes. Et en tout cas, l'autophagie, normalement, ça sert à présenter également via les HLA les peptides du soi. Le problème, c'est qu'il peut y avoir une compétition dans la présentation de peptides normaux du soi avec des agents infectieux. Si vous avez dans la même camion poubelle ce qui devrait être que de l'infection et du soi en même temps, il y a un risque majeur de contamination. Et c'est une des explications les plus sérieuses désormais pour expliquer pourquoi on a des maladies de type X, Y ou Z. Et dans le lupus, par exemple, on sait maintenant que c'est a priori des antigènes des mitochondries qui sont mal présentés. C'est le processus de mitophagie qui est défaillant. C'est une donnée toute récente, c'est publié récemment dans Nature. Ce n'est pas des petites revues, c'est des grosses revues. Ça confirme tout à fait que c'est des voies passionnantes de recherche. Donc la magnetophagie, elle est capitale, je passe, mais surtout elle est capitale parce que les germes qu'on élimine sont des germes qui sont là très longtemps, des germes dormants. Et le jour où on pourra s'en débarrasser, on aura fait un progrès énorme. Et donc ça peut expliquer pourquoi on a autant d'antigènes dans les polyarthrites qui sont ciblés par les anticorps les plus spécifiques, qui sont les produits de ces voiries pathologiques. Donc je passe là-dessus. Donc tous ces agents infectieux latents, ça peut entraîner des maladies auto-immunes en excitant la réponse immunitaire, mais également en modifiant la manière dont on présente les HLA. C'est ça les deux voies essentielles. Donc d'où l'importance d'étudier ça très finement chez nos patients.
d'autant que, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, quand on citrulline pour se débarrasser des microbes, ils sont encore plus dormants qu'avant, donc encore plus durs à éradiquer. Donc, pour venir à la clinique, nos patients sont fatigués. Les patients qui ont des polyarthrites chroniques, des spondylarthrites, ils vous disent souvent: moi, ce qui me gêne avant tout, c'est la fatigue. Personne, jusqu'à présent, n'a pu expliquer, bon, on ne sait pas bien pourquoi ils sont fatigués. Mais il y a une explication qui a été avancée par 2 équipes américaines qui me paraît tout à fait intéressante. C'est que quand on a une infection latente chronique, pour se débarrasser des microbes, au sein de nos cellules, on doit utiliser donc la citrulline. Et la citrulline, c'est produit d'une part par la PAD4, mais aussi par le NO, l'acide nitrique. L'acide nitrique, quand il permet de fabriquer de la citrulline à partir du tryptophane, il induit également plein de métabolites anormaux qui entraînent une fatigue majeure, notamment la N-kynurénine. Et donc ça peut être tout à fait une explication au paradoxe qu'on a de voir que nos patients vont mieux cliniquement, mais ils sont toujours aussi fatigués qu'avant. Peut-être parce qu'on a facilité l'éradication des bactéries, mais peut-être qu'en même temps, on induit cette fatigue générale qui reste parfois très pénible pour eux, encore plus pénible que tout le reste. Donc là, je passe pour dire que bon, les polynucléaires neutrophiles sont l'endroit où il y a peut-être le plus de phénomènes de ce type-là, mais enfin, c'est un petit peu secondaire, sauf pour rappeler aussi que c'est justement dans les polynucléaires que, paradoxalement, beaucoup de bactéries ont appris à résister. Pourquoi? Parce que le polynucléaire, il va partout dans le corps, c'est un moyen idéal, c'est un bus formidable pour aller se cacher après dans les tissus, beaucoup plus intéressant pour durer très longtemps. Et donc les bactéries capables de résister dans les neutrophiles, c'est pour ça qu'il y a aussi des encas dans certaines maladies auto-immunes, c'est Listeria, Salmonelle, Legionelle, Shigella, mais il y en a plein d'autres. Ils sont capables de persister des années parfois. Et même Helicobacter pylori, et surtout Helicobacter pylori, qui aurait dit il y a 30 ans que les ulcères étaient dus à une bactérie, ben maintenant on est sûr et certain. Non seulement cet exemple est extraordinaire pour rappeler que des maladies qu'on avait pensées pas du tout bactériennes étaient bactériennes, mais aussi on sait que l'Helicobacter pylori, ça donne et du rhumatisme parfois, et des cancers. Et que le jour où on aura compris la manière dont ce germe est capable d'entraîner tout ça, ça va avoir des conséquences phénoménales pour nos patients. Donc, staphylocoque se cache dans les polynucléaires, les macrophages, je passe. Et pour le Whipple, on a compris maintenant, je vais le faire court, on sait maintenant pourquoi la maladie s'auto-entretient chez certaines personnes. Donc la nétose, c'est un autre moyen de se débarrasser des microbes une fois qu'ils sont là. La nétose, c'est un moyen pour la cellule de mourir grandiosement en relâchant de l'ADN, en relâchant plein de choses qui vont bloquer les microbes, mais elle va également relâcher plein de molécules citrulinées dans le même esprit. C'est que la molécule citrulinée va faciliter la clairance du microbe, sans quoi il n'y aurait pas autant de citrulline euh, dans, dans les produits de nétose. Et c'est l'autre mécanisme qui fait qu'on peut s'immuniser contre tous les antigènes que vous connaissez dans les polyarthrites. Voilà, donc là je passe, ça on l'a déjà vu, donc ça je passe aussi. Donc c'est un sujet vraiment important, on ne peut pas passer outre ce sujet de la nétose et de la défense contre les bactéries intracellulaires, et c'est la même chose pour la xénophagie, puisque vous voyez que tous les antigènes de la polyarthrite, du lupus, du felti, des vascularites, du Wegener, du Crohn, tout ça, c'est présent à la fois, donc c'est libéré quand il y a une infection chronique, et donc ce n'est pas une maladie purement auto-immune, c'est bien des maladies sans doute au départ infectieuses qui expliquent tous ces tableaux, quoi. D'autant que, vous le savez aussi, hein, les anticorps peuvent précéder, c'est vrai dans le lupus également, on peut avoir des années avant les premiers signes de lupus cliniques, des anticorps anti-ADN natifs, un polyarthrite. Souvent la maladie commence 10-15 ans avant par des micro-infections latentes et il faut un certain temps pour que, avec le temps, ça devienne des vraies maladies dysimmunitaires. Sans doute c'est le temps qu'il faut pour que les cellules présentatrices soient devenues malades, qu'elles soient modifiées, que leur épigénétique se soit modifiée. Alors à ce sujet c'est compliqué parce qu'on nous avait dit au départ, oui, les anti-CP, ça avait été un thème de travail il y a 30 ans, c'est forcément pathogène. Eh bien non, c'est pas vrai. Il y a une équipe italienne qui travaille depuis des années dessus, qui montre qu'il y a parfois des anticorps qui précèdent la polyarthrite, qui ne sont pas pathogènes, qui sont au contraire là pour nous défendre, pour éliminer justement ces complexes antigènes bactériens et antigènes humains du soi, pour éviter qu'il y ait une rupture de tolérance justement. Il y a des anticorps anti-CCP qui nous protègent, d'autres qui nous agressent, mais la plupart nous protègent initialement. Alors si les bactéries après vont migrer, comment elles le font? Par voie ganglionnaire ou lymphatique et par voie veineuse, ça dépend des situations. La plupart des germes qu'on connaît, salmonelle, Shigella, on sait à peu près maintenant comment ils peuvent se promener dans le corps. Et pour les salmonelles, c'est intéressant, certaines souches le font par voie uniquement lymphatique, d'autres par voie uniquement sanguine. Ça dépend énormément de leur gène. Ils vont migrer dans les ganglions, comme j'ai dit tout à l'heure, où elles restent souvent en état latent. C'est à ce moment-là qu'elles se mettent à s'endormir, elles rentrent dans la niche et elles s'endorment dans les ganglions sous-muqueux. Elles peuvent y rester des années. Et après, il était montré dans les modèles murins qu'elles pouvaient se promener dans le reste du corps, notamment au sein des macrophages, qui leur servent de bus pour aller dans le corps, dans différents tissus. Et ça peut être la peau, mais ça peut être également les articulations, bien sûr. Alors là, c'est une hypothèse maison. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est très naïf, mais ça paraît tentant, en tout cas, de penser qu'il y a une part de vérité.
Quand on regarde comment le microbe de la maladie de Whipple, qui part de l'intestin, va donner tableau de spondylarthrite et de polyarthrite, on a envie de dire que c'est un modèle extraordinaire à suivre. Dans le Whipple, on est sûr et certain, la bactérie elle passe par voie lymphatique. Quand vous regardez effectivement la distribution des spondylarthrites, le côlon est très souvent touché. On sait que dans tous les spondylarthrites, l'interne du côlon à minima. Regardez la proximité qu'il y a entre les lymphatiques qui remontent donc à partir de l'intestin ici et le rachis d'une part, et les sternoclaviculaires, les sacroiliacs et les hanches. Il y a quand même une proximité tout à fait troublante et que ce soit simplement par un reflux lymphatique, ça reste assez gratuit. Ça n'a jamais été prouvé, c'est une hypothèse qu'on a faite, mais ça paraît en tout cas coller assez bien à ce que la clinique nous signe, notamment le fait que beaucoup de maladies Crohn ont une atteinte qui reste localisée au sacroiliac sans avoir d'autres lésions. En tout cas, il a été montré aussi qu'une fois que les germes se promenaient dans le corps, ils allaient se cacher, notamment dans la tuberculose, mais également d'autres infections chroniques, dans les cellules souches. C'est là où ils peuvent traîner pendant des années et des décennies, notamment au niveau de la moelle osseuse. C'est là qu'ils sont le mieux. Et on sait maintenant que certaines cellules de souches de la moelle osseuse migrent régulièrement, non seulement dans les anthèses qui sont tout proches, mais également dans les articulations elles-mêmes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas appris quand j'étais étudiant, et d'ailleurs depuis, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, mais pourtant c'est bien publié. Les cellules de la synoviale, la plupart, ce n'est pas des cellules synoviales, c'est des cellules qui viennent de l'os, juste à côté, qui migrent dans la synoviale par des tout petits trous qu'on ne voit pas très bien, qui sont pourtant assez gros, les petits trous, puisqu'ils font à peu près 400 microns. 400 microns, c'est 10 fois la taille d'une bactérie. Autrement dit, c'est une porte qui est 10 fois plus large que vous traversez sans problème. Il y a plein, effectivement, d'arguments pour penser que les œdèmes qu'on voit au départ dans les polyarthrites au niveau de l'osso-chondral, ça traduit une inflammation à ce niveau-là, et qu'il y a une contamination après de l'articulation. Ça pourrait être une explication, en tout cas. En tout cas, il a été montré aussi que les cellules souches sont capables de migrer à distance. Et dans les ossifications des hyperostoses, c'est bien les cellules souches qui migrent. Est-ce que c'est le cas dans les spondylarthrites? On ne sait pas, mais c'est quand même assez probable aussi. Et donc les travaux, ce n'est pas d'hier, c'est les Japonais, encore une fois, qui ont été les pionniers, comme dans beaucoup de situations, qui ont montré que dans les modèles murins, les cellules qui faisaient les arthrites, elles venaient de la moelle osseuse sous-jacente. La moelle osseuse, où vont se cacher justement tous les microbes qui peuvent rester très longtemps dans l'organisme. Donc il y a d'autres travaux japonais. Oui, à chaque fois qu'on recherche un truc intéressant, c'est les Japonais qu'il faut aller rechercher. Alors, comment après les antigènes peuvent persister dans nos tissus cibles? Il y a beaucoup d'arguments, mais pas beaucoup de preuves pour l'instant que ce soit le cas, parce qu'on n'a pas les outils pour aller biopsier les anthèses et les synoviales. En tout cas, on sait qu'une provocation immune chronique à des agents infectieux variés, ça peut donner un tableau de type spondylarthrite par des mécanismes que vous connaissez déjà bien, je pense. Et on pourrait très bien expliquer l'action de nos médicaments par le fait que l'inflammation des anthèses est avant tout le fait d'une provocation des antigènes bactériens, parce que c'est exactement les mêmes cytokines qu'on retrouve dans les anthèses, l'IL-23, l'IL-17, c'est pas rien, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve dans l'intestin. La fonction primordiale de l'IL-23 et l'IL-17, c'est de se défendre contre les bactéries intestinales, et c'est quand même très tentant de penser que tout ça, c'est corrélé. Alors, est-ce qu'il y a après des réactions croisées? C'était l'hypothèse à un moment donné entre nos bactéries et nos antigènes. Moi, j'y crois pas trop, mais par contre, au Congrès américain cette année, il y avait un travail qui montre que la bactérie de la polyarthrite rhumatoïde, en tout cas la principale, Prévotella-copri, comme par hasard, et cross-react avec deux antigènes du soie qui ont été retrouvés et qui en plus sont citrulinés. Bon, ça paraît trop beau pour être vrai, c'est possible, mais ça me paraît une explication auto-immune pure et dure, assez séduisante, mais qui ne m'explique pas personnellement pourquoi il y a un doigt qui est touché et pas le voisin. J'ai du mal à croire que ce soit la seule explication, c'est tout à fait possible, d'autant qu'ils ont montré qu'il y avait une réponse non seulement B, mais également T, contre justement ces peptides croisés entre la bactérie Prévotella-copri et donc les antigènes du soie. Mais même s'il y a une très bonne corrélation, ce n'est pas une preuve définitive. Il y a un autre exemple qui est aussi intéressant, c'est celui de la maladie de Whipple, parce que dans la maladie de Whipple, on a parfois un tableau de spondylarthrite, parfois de polyarthrite. Quand on biopsie les tissus, on retrouve le microbe. Hein. Si on a vraiment une maladie de Whipple active, on le retrouve en biopsie synoviale. Donc il y a bien du germe qui peut durer dans l'articulation. Ça pourrait bien coller. Surtout que même une infection passagère, admettons que ce soit une infection qui dure quelques mois simplement, ça peut laisser l'antigène pendant très très longtemps. Dans les modèles animaux, si par exemple vous prenez, je crois que c'était du chlamydier ou une Yersinia, bon, vous connaissez très bien Yersinia Asfax, on peut retrouver l'antigène 4 à 10 ans après, toujours présent. Il peut continuer à provoquer la réponse immunitaire, même si le microbe il est soi-disant détruit. Quoi. Autre exemple extraordinaire, celui des maladies de Lyme. Alors ça, c'est un sujet un peu politique et polémique en France, en tout cas. Mais on peut très bien avoir, dans des modèles animaux, après traitement antibiotique, persistance d'antigènes dans les tissus qui sont attachés aux anthèses et qui peuvent durer très très longtemps. Autrement dit, le post-Lyme, c'est peut-être pas une vue complètement de l'esprit. On peut avoir des réactions immunitaires très tardives à des antigènes qui restent, même si la bactérie est morte depuis longtemps. Et moi, ce qui me paraît plus intéressant à étudier, c'est plutôt, parce que c'est assez l'antigène qui est déjà là présent, c'est un peu pessimiste comme message, qu'on ne pourra jamais l'enlever facilement. On imagine mal pouvoir déterger un antigène présent,
Par contre, il y a toujours des bactéries dormantes. Peut-être qu'un jour, on pourra les éradiquer. Moi, j'espère que c'est ça la bonne solution pour nos patients. Parce que les bactéries dormantes, ça existe tout à fait. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Pour le BK, ça peut durer 30 ans. Pour d'autres bactéries, on sait maintenant que c'est vrai pour une grande majorité de bactéries. Et pourquoi est-ce qu'elles seraient présentes dans nos anthèses et l'eau sous-chondrale particulièrement? Ben, pour une raison très simple, c'est que l'anthèse est extrêmement riche en TGF-bêta. Et il y a un climat particulier dans l'anthèse qui fait que les bactéries ne sont pas réveillées, quoi. Elles aiment beaucoup cet endroit-là. Et aussi parce que tous les stress de traction, ça renforce encore ce terrain favorable pour les bactéries, dormantes en tout cas, puisque le TGF et d'autres cytokines, les facteurs de croissance qui favorisent une non-réponse immunitaire, sont justement sollicités dès qu'il y a une traction surajoutée, quoi. Et puis il y a plein de cellules tolérogènes naturelles, cellules souches mésenchymateuses. Voilà, donc la logique, c'est qu'il ne faut pas détruire ces zones majeures. Si on détruit une anthèse, on tombe par terre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles une d'entre elles, il y en a d'autres sans doute, mais qui fait qu'on ne tue pas, en tout cas dans cette région de l'organisme, on ne détruit pas les tissus. Et aussi parce que les cellules souches, on en a besoin pour toute la vie. Donc on ne va pas agresser l'os. Et l'os, c'est un endroit très très favorable aux métastases aussi, pour la même raison, c'est qu'il n'y a pas de réponse immunitaire aussi violente que dans le reste du corps. Il faut se rappeler aussi qu'un seul agent pathogène peut suffire à entraîner une réaction extraordinaire de la réponse immunitaire. Un exemple typique, c'était un exemple d'histoplasmose. Vous avez parfois un granulome qui fait 1 centimètre, il y a un seul agent dedans. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez jamais le trouver. Ce n'est pas parce qu'actuellement tous les tissus qu'on nous avait dit stériles par le passé n'ont pas d'infection évidente qu'il n'y a rien. Peut-être avec des outils futurs, on sera capable de mieux dire qu'est-ce qui est pathogène. Et puis enfin, la notion que les anti-TNF et autres molécules n'entraîne pas d'infection, ce n'est pas un argument contre cette notion des bactéries dormantes, parce qu'on sait très bien dans les modèles animaux que vous pouvez infecter de manière dormante une cellule et mettre un anti-TNF-alpha, il ne va rien se passer. On n'a pas de réveil, sauf peut-être dans certains cas les phénomènes paradoxaux, mais ça reste à démontrer. Il a même été montré l'inverse, que les anti-TNF, de manière très curieuse, ça peut même renforcer la dormance bactérienne dans certains tissus, notamment l'os. Mais ça, c'était une seule étude, on ne peut pas en dire plus. Ça, c'est la dernière diapo, je crois. Et la cerise sur le gâteau, c'est une série de travaux récents. Il y a deux équipes qui travaillent au moins, enfin deux, une sorte de dizaines, mais deux qui ont bien publié, pour montrer que quand une cellule présentatrice a été infectée, elle est modifiée pour le restant de ses jours. Et pour le restant de ses jours, elle est capable de faire des erreurs de présentation. Et ça, c'est peut-être quelque chose de pessimiste aussi, parce qu'on ne va pas comment en pouvoir à court terme corriger ça. Mais il est extrêmement vraisemblable que les infections qui lancent les processus immunitaires jouent un rôle majeur, qu'on les a longtemps méconnus en pensant qu'à l'auto-immunité, mais qu'un jour peut-être on pourra les contrarier de manière à guérir nos patients et non pas les soulager seulement. Donc le rôle majeur, oui, des germes silencieux, il reste encore à démontrer dans pas mal de cas. Dans l'arthrite réactionnelle, y compris Yersinia, c'est à l'évidence quelque chose d'important. Le jour où on pourra éradiquer ces germes qui, de 36 manières, peuvent induire une maladie immunitaire, non seulement on aura peut-être une solution thérapeutique, mais on comprendra, on aura l'explication aux overlaps que je vous ai montrés initialement, que le clinicien voit tous les jours, mais que le chercheur finit par oublier parce qu'il n'est que chercheur. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas être trop long quand même.